Alors, le mouvement du Nid, vous connaissez sûrement, c'est un mouvement donc qui part des personnes prostituées, de leurs besoins, de leur détresse, de leurs souffrances, pour les accompagner là où elles en sont, dans la prostitution. Et le jour où elles demandent qu'on les aide à quitter le milieu prostitutionnel, c'est un accompagnement qui dure pendant des années, qui peut durer pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est à partir de tout ce que nous découvrons des causes de la prostitution, qu'est-ce qui les a amenés dans la prostitution, du vécu prostitutionnel, de violence, de souffrance, de la difficulté qu'elles rencontrent après pour pouvoir reprendre une vie dite normale. Il y faut des années. C'est à partir de tout cela que nous faisons, pour rejoindre le thème d'aujourd'hui, nous faisons énormément de prévention dans les collèges. Alors, de prévention, bien sûr, pas directement, comme ça, de la prostitution. Nous nous servons d'un petit DVD. Nous rencontrons les collèges. Les collèges, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, c'était les troisièmes. Depuis 2 ans, ce sont les quatrièmes. On rencontre à peu près, ça dépend des années, bien sûr, par le Covid. Avec le Covid, nous avons été beaucoup obligés d'en laisser beaucoup. Mais nous rencontrons à peu près entre 18 000 et 20 000 jeunes collégiens par an. Alors, notre thème, c'est apprendre à vivre ensemble, garçons et filles, dans le respect et dans l'égalité. Nous nous servons d'un petit DVD qui s'appelle Ça caresse, ça blesse, mais ça reste. Un petit DVD qui a été fait par les lycéens du Conseil régional de Bretagne, déjà quelques années, et qui permet vraiment, il y a 3 petits clips dedans. Chaque petit clip dure 1 minute et demie, 2 minutes à peine. Et après chaque petit clip, c'est le débat. Et je peux vous assurer que ça sort. Ça, vraiment, les élèves réagissent immédiatement. Et c'est comme ça qu'avec eux, à partir de leurs réactions, à partir de leurs questions, on aborde vraiment tous leurs problèmes de jeunes. Que ce soit, bien sûr, le corps, le respect de son corps, le respect du corps de l'autre, l'amour, l'acte sexuel, la sexualité bien vécue, enfin, etc. Que ce soit, je ne trouve plus mon mot, le harcèlement. Le harcèlement, alors très présent dans les collèges, ça on en parle beaucoup. Et ce qui les étonne beaucoup, que dans le petit film, c'est non pas un garçon qui harcèle une fille, mais c'est une fille qui harcèle un garçon. Ah, mais c'est pas comme ça d'habitude, madame. Alors ça nous fait parler des relations garçons et filles, etc. Et le troisième, c'est un viol collectif dans un lycée. Donc, il nous permet aussi, là encore, d'aborder énormément de choses de leur vie. Vraiment, c'est un débat, c'est leur vie qui apparaît. Et c'est à partir de ce troisième petit clip que nous arrivons tout doucement à la prostitution. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de viol, enfin, etc. Parler, tout ce qu'il faut faire. Et puis, on leur dit, mais si elle n'en parle pas, la fille, dans quel état elle est? Oh, ben, elle n'est pas bien, madame. Ben non, mais qu'est-ce qui peut lui arriver alors? Ben, c'est le suicide, c'est... Vous voyez, et puis, chercher, qu'est-ce qui peut encore lui arriver? Et comme ça, on arrive tout doucement. Ah ben, peut-être, madame, la prostitution. Et effectivement, c'est à partir de là qu'on parle de la prostitution. Bien sûr, ce que les jeunes peuvent en entendre, hein, mais ça va quand même quelquefois assez loin, hein. Ça, c'est très intéressant. C'est surtout ce qui est vraiment très important de voir avec eux, ce sont les chemins qui peuvent conduire dans le milieu prostitutionnel. Hein, on n'arrive pas comme ça un jour de but en blanc dans le milieu prostitutionnel. Quels sont les chemins, donc, même étant jeune, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, la prostitution des jeunes est en train d'augmenter lamentablement, enfin, elle flamboie actuellement. Vous trouvez sur notre table, on vient de sortir ce petit livre sur la prostitution des mineurs, et le gouvernement, hier, a lancé son programme d'action, justement, contre la prostitution des mineurs, pour qu'ils comprennent vraiment que ça peut petit à petit se laisser entraîner dans le milieu prostitutionnel. Hein, moi, j'ai l'exemple, pas sur l'Orient, hein, mais d'une autre délégation, d'une petite de 12 ans qui a été rencontrée sur le trottoir par une délégation du Mouvement du Nid.
Et puis, ben voilà, puis le jour d'après, il y en avait deux. Et pourquoi? Ben, parce que ben, la petite, elle a pu raconter, elle avait beaucoup de choses, elle avait des belles choses. C'est que tu as eu tout ça. Ah ben, euh, viens avec moi, tu vas voir. On se met sur le trottoir, on parle à des messieurs, puis on part avec eux, puis ils nous donnent des sous. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout l'entraînement. Moi, j'ai été témoin dans une petite ville du Morbihan, par contre, d'un jeune garçon. Et c'est vrai qu'on le voyait toujours traîner dans la rue, dans la grande rue de cette petite ville, toujours regarder un magasin. Puis un jour, on apprend ben, qu'il a été lui aussi repéré par un monsieur qui est venu lui dire, ben dis donc, tu as l'air d'être très intéressé par tout ce qu'il y a là-dedans. Ben oui, moi je voudrais faire du sport, il y a plein de trucs là, mais on n'a pas de sous à la maison. Alors il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, tu viens avec moi et puis tu verras, tu as beaucoup de sous. Alors heureusement, la famille était suivie, hein, il y avait des petits problèmes. Donc heureusement, on a pu mettre l'arrêt tout de suite, il a pu vraiment être aidé, reprendre ses études dans une autre ville et il va bien maintenant. Mais vous voyez, il faut quelquefois peu de choses pour entraîner des jeunes dans le milieu prostitutionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société de consommation vraiment atteint terriblement, terriblement les jeunes. Hein. On veut des belles choses, on veut ce que le copain ou ce que la copine est là et on se laisse entraîner. Alors bien sûr, on retrouve aussi à la base des, des chemins de prostitution des problèmes dans la famille, c'est sûr. Moi, j'ai accompagné plusieurs jeunes bon, qui avaient été placés dans des foyers d'adolescents, de jeunes, et qui ont fait des fugues, qui sont partis après sur Paris, où ils ont été repérés par, justement, par un réseau de proxénètes, tout simplement, qui les a vraiment martyrisés, je dirais martyrisés. Donc, vous voyez, c'est tout ce qu'on aborde avec les jeunes pour les préparer. Moi, je leur dis toujours, vous êtes les hommes et les femmes de demain. Et on compte sur vous pour que demain, justement, hommes et femmes puissent vivre ensemble dans l'égalité, dans la fraternité, dans le respect de la femme et de l'homme. Hein, qu'on puisse vivre ensemble tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui pour que demain, grâce à vous, jeunes, la prostitution diminue et n'existe plus. Voilà ce qu'on essaie de faire en collège. Je vais vite parce que je crois qu'il y a d'autres qui veulent parler. Il y a peut-être des questions. Alors, sur ce qui a été présenté par Madame Jamette, je vais laisser la parole à Gaël Jernigan et à Anthony Le Garec, qui pourront vous expliquer le travail qu'ils font au quotidien dans les établissements scolaires du département et qui pourront largement venir confirmer qu'effectivement, 4e, 3e, généralement ça commence par des nudes, par pas mal d'autres choses comme ça, sur Snapchat, sur plein de réseaux sociaux, de différentes manières, où en fait on vous présente non plus la prostitution comme elle était présentée auparavant, une prostitution de rue, mais on emploie de jolis mots, le michetonnage, voilà, la sugar baby, les choses comme ça. Et vous avez de plus en plus de jeunes qui finalement vous disent mais je suis pas une pute, je vais pas sur le trottoir. Voilà. Et puis je fais ce que je veux de mon corps. Je crois même que c'est garanti par la loi, ça, de faire ce qu'on veut de son corps. J'assume, voilà. Mais qui ne se rendent pas compte en fait des effets, de la portée que ça pourra avoir. Bien, moi, bonjour à tous, je vais être assez rapide. Tout à l'heure, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je m'appelle Anthony, je suis adjudant à la maison de protection des familles avec mon camarade de jeu ici présent. Donc, dans cette cellule depuis plus d'1 an et demi. Et je suis donc le référent scolaire de la cellule. Donc, à ce titre, j'arpente tout le Morbihan. Je fais les collèges, maintenant, cette année, les lycées. Et puis de temps en temps les écoles primaires, mais je ne peux pas me couper en 4, donc c'est compliqué de pouvoir satisfaire à toutes les demandes. Effectivement, comme vient de le dire Jean-Luc, alors moi j'interviens essentiellement et principalement, contrairement à mon camarade ici présent, Gaël, lui il intervient sur les addictions, alcool, tabac, stup. Moi j'interviens principalement sur les risques numériques dans le titre générique, avec tout ce que ça comporte. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, j'ai posé la question de savoir effectivement pourquoi
l'éducation nationale aujourd'hui ne prend pas en compte, alors c'est pas qu'elle ne prend pas en compte, hein, mais pourquoi ne pas instaurer des heures obligatoires, de mettre au programme scolaire dès le CM1, très tôt, pourquoi ne pas instaurer des cours de pratique informatique, quoi, hein, parce que il est vrai que de temps en temps, et tout à l'heure c'est vrai, j'ai échangé, et c'est avec grand plaisir que j'ai pu échanger avec certaines personnes. Oui, c'est vrai, il y a des associations qui viennent de temps en temps dans les collèges, mais c'est ponctuel. C'est comme ça, au coup par coup. Moi, je sais qu'effectivement, sur le département du Morbihan, et je ne vais pas pouvoir faire tous les collèges. Je sais que j'ai un discours qui fonctionne. Je sais que ça marche, ça fonctionne parce que je suis retourné notamment dans un des collèges à Josselin, pour ne pas le nommer, et lorsque j'ai posé la question aux élèves de savoir s'ils avaient entendu mon discours de l'année passée et s'ils mettaient en pratique les conseils que je leur avais donnés, ben, j'ai 95% de mains qui se sont levées. Donc ça veut dire que ça marche, ça fonctionne. J'ai également un camarade du terrain qui est à la cellule de protection des familles à Plouermel, qui en off, pas plus tard que lundi matin, m'a dit, écoute, sincèrement et concrètement, on ressent les bienfaits de ton action sur le terrain parce qu'on a une baisse des procédures. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Alors moi je pose la question, pourquoi aujourd'hui, alors que les dangers du numérique, le risque numérique avec tout ce que ça comporte, hein, Jean-Luc vous l'a dit, donc l'exposition de la nudité, donc l'image que l'on va renvoyer sur les réseaux sociaux avec les commentaires que l'on va pouvoir poser sur les réseaux sociaux, avec les vidéos que l'on va poser. Enfin, l'actualité nous le montre tous les jours. Le fait qu'Internet, j'insiste beaucoup sur cette notion avec les élèves parce qu'ils n'ont pas conscience et ils ont beaucoup de certitudes. Quand ils sont en 6e, 5e, alors je ne vous parle même pas des élèves de 4e et 3e, seconde, première et terminale. Grosso modo, quand j'arrive dans la classe, j'ai pas grand-chose à leur apprendre. Et puis au fur et à mesure, je regarde, je les vois, et puis ils ont les yeux qui s'écarquillent. Et puis des fois, je vois les têtes qui se baissent et qui regardent leurs chaussures ou qui regardent leurs camarades en disant waouh, ah oui, oui, c'est vrai, effectivement. Et puis au bout d'une heure et demie d'un débat, parce que des fois ça débat, hein, et puis au bout d'une heure et demie, j'ai des élèves qui viennent me voir spontanément et qui me disent merci. Merci parce que effectivement, vous nous avez fait prendre conscience de certaines choses. Alors moi, c'est ce que je leur dis, j'ai rien inventé. Moi, j'ai rien inventé, je reste basique. Souvent, je leur parle de clés. Au cours de mon intervention, je leur donne des clés. Voilà, et puis je leur dis, vous allez voir, à la fin de l'intervention, vous allez avoir un trousseau de clés. Ces clés vont vous permettre de fermer les portes et puis d'éviter de vous mettre en danger. Je prends souvent le parallèle entre la vie de tous les jours et la vie sur Internet parce que, à mon sens, c'est exactement la même chose. Il y a les choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, il y a les choses qu'on ne peut pas faire, il y a les choses qu'on doit faire, il y a les choses qu'on ne doit pas faire. Et sur Internet, c'est exactement le même principe. Et je les amène petit à petit à cette réflexion. Est-ce que aujourd'hui, tu traverses la rue sans regarder à droite et à gauche? Ah bah non. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde à droite et à gauche. Eh bien, cette action de regarder à droite et à gauche, tu es juste en train de réfléchir, de savoir si tu peux traverser en toute sécurité. Eh bien, utilise cette clé réflexion sur Internet. La photo que je viens de prendre, est-ce que plus tard, elle ne va pas me porter préjudice? Demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans? Peut-être, je ne sais pas, c'est à toi de juger. Dans la vie de tous les jours, tu as le recul nécessaire. Tu fais preuve de bon sens pour éviter de te mettre en danger. Essaye d'adopter le même comportement sur Internet. Et déjà, tu verras, si tu adoptes ce comportement-là, eh bien, tu fermeras des portes. Tu utiliseras ces clés et tu fermeras les portes. Et en règle générale, ça fonctionne. Mais c'est vrai que il faudrait... alors, j'insiste lourdement là-dessus, mais il faudrait qu'on commence... dès le CM1, CM2, à éduquer, mais pas de façon ponctuelle, pas comme ça, au gré des associations qui peuvent éventuellement venir, au gré d'un gendarme qui peut éventuellement être disponible ce jour-là pour... non, il faudrait que ça rentre complètement, faudrait que ça fasse l'objet d'un cursus scolaire, voilà, dès le CM1 jusqu'à la 3e, pour qu'on puisse désormais éduquer de façon sérieuse les enfants sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'il est grand temps, il est très grand temps d'agir. Je constate l'évolution depuis quelques années, ça va très très vite. On en parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est avec vous, madame.
Le problème, c'est que, alors j'ai conscience qu'il faudrait peut-être aussi éduquer les parents, euh, mais les parents, pour les avoir, c'est très compliqué, parce que ils ont leur journée de travail. Le soir, ils viennent pas forcément, parce que je comprends, ils ont autre chose à faire, hein, que de venir écouter un gendarme parler des problèmes des réseaux sociaux de leur enfant. Le week-end, le fils, il a peut-être foot, la fille, elle a peut-être basketball ou danse. Puis le dimanche, on est au repos. Et puis le lundi, la journée de travail recommence. Donc j'ai conscience que les parents, c'est très compliqué de pouvoir les sensibiliser. Mais c'est vrai qu'il faudrait avant tout sensibiliser les parents parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va très très vite. Alors je vous parle de Snapchat, je vous parle d'Instagram, je vous parle de WhatsApp. J'ai fait une conférence notamment il n'y a pas si longtemps avec 150 parents. Sur les 150, j'ai posé la question de savoir combien maîtrisaient l'outil Snapchat et Insta. Vous savez combien de mains se sont levées? Une vingtaine. Une vingtaine de mains se sont levées en me disant « moi je maîtrise ». Ça veut dire que 80% d'adultes ne maîtrisent pas l'outil Snapchat, ne maîtrisent pas l'outil Insta. C'est dramatique parce que leur gamin qui a 13-14 ans, lui pour le coup, il le maîtrise, l'outil. Il le maîtrise parfaitement. Comment voulez-vous exercer un contrôle permanent et continu, j'insiste sur le permanent et continu, sur les réseaux sociaux de votre enfant, puisque vous ne connaissez pas l'outil? C'est comme si moi je demandais à un mécanicien de me prêter une clé à molette et que le mécanicien me regarde avec des gros yeux en me disant c'est quoi une clé à molette? C'est exactement le même principe. Comment voulez-vous que les parents puissent contrôler ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux s'ils ne maîtrisent pas les réseaux sociaux? Voilà, donc le débat est lancé. Je passe la parole à Gaël. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais rapidement me présenter. Gaël, brigadier Jernigon. Je suis policier commissariat de police de Vannes. Ça fait maintenant quelques années que je suis policier. Et quand je suis arrivé à Vannes, je ne suis pas du tout dans la prévention, je suis plutôt dans la répression, comme on dit souvent. Et je suis arrivé à Vannes, on me proposait ce poste pour faire de la prévention. J'ai commencé avec la sécurité routière, tout ce qui est prévention routière, sécurité routière. La différence, prévention routière, c'est une association. La sécurité routière, c'est l'État. Et les pistes vélo, je ne sais pas si vous connaissez les pistes vélo en CM2, où on commence par là un petit peu à faire de la prévention, le lien en tout cas entre les gendarmes et les policiers et les élèves. Et donc j'ai eu envie de me former pour devenir ce qu'on appelle dans notre jargon un policier formateur antidrogue. Chez les gendarmes, c'est formateur référent antidrogue, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est la même chose, on est formé de la même manière. Et en fait, le terme d'antidrogue, maintenant, il faut un petit peu le changer parce que j'interviens sur, je vous l'ai dit, sur la sécurité routière, sur les drogues, sur les addictions aux écrans, les réseaux sociaux. Mais à la demande de certains établissements, je peux aussi intervenir pour faire de la prévention sur le vol ou sur les armes que malheureusement on peut trouver de plus en plus dans certains établissements. Bref, moi ce que je voulais surtout préciser au niveau de la prévention, l'importance du réseau. Parce que quand on fait de la prévention, rapidement on se retrouve seul avant d'être formé et ensuite en étant formé, on se retrouve rapidement seul et donc c'est vraiment important avec les associations, avec tous les acteurs de prévention sur un secteur. Moi mon secteur c'est la ville de Vannes, mes collègues c'est sur l'ensemble du Morbihan. Moi sur la ville de Vannes, j'ai essayé de créer un réseau avec les associations présentes pour qu'on travaille ensemble parce que la prévention c'est pas tout seul dans son coin, c'est pas moi qui va réussir à faire changer les choses. Le discours, il doit être le même. C'est pour ça que mon deuxième point, c'est de parler des compétences psychosociales, parce que pour moi, c'est la base de mes actions de prévention. Mon camarade parlait de débat, et les actions de prévention avec le développement des compétences psychosociales, c'est apprendre à créer du débat, mais ce n'est pas que ça. Mais donc l'importance que tous les acteurs de prévention travaillent dans le même sens pour que les élèves que l'on voit, les jeunes que l'on voit, se disent le policier ou le gendarme a parlé d'un certain sujet, d'une certaine façon, on en a débattu, on est arrivé à une certaine conclusion, mais l'association que je vois 2 mois après ou 3 mois après, là c'est dans le meilleur des cas ce que je dis, parce que c'est rarement 2 mois ou 3 mois après que les élèves revoient un autre acteur de prévention pour leur parler du même sujet. Mais en tout cas, s'ils le revoient l'année suivante, c'est vraiment important qu'il y ait le même discours, et qu'on ne fasse surtout pas ce qu'on faisait avant, ce qu'on appelait la prévention par la peur. On a juste à prendre les chiffres au niveau européen. Si on concerne mon domaine de prédilection, que sont les drogues, les addictions, on est quand même le pays européen où on a le plus grand nombre de consommateurs chez les jeunes. Donc il faut peut-être se poser des questions justement sur les manières de prévention, parce que la prévention avant 2014, parce que c'est à partir de 2014 qu'on a été formé sur le développement des compétences psychosociales,
c'était la prévention par la peur. C'était si un jour vous fumez un joint, le lendemain vous aurez une aiguille dans le bras et vous finirez urinomane, ce qui est complètement faux. Et aussi c'était je suis adulte, je suis policier, vous êtes jeune, vous connaissez rien, donc vous m'écoutez. Donc voilà, heureusement, on a appris à évoluer. J'ai bon espoir, parce que les derniers chiffres avant Covid nous expliquaient que c'est la première fois qu'il y avait une baisse de la consommation de produits stupéfiants chez les jeunes. Je rappelle que la première drogue en France, c'est le tabac, celle qui tue le plus. Et on a une baisse énorme, à part malheureusement chez les jeunes filles. Mais c'est la première année où on a commencé à avoir des baisses de consommation de stupéfiants chez les jeunes. Je rappelle, la France est le pays européen où on a le plus grand nombre de consommateurs chez les jeunes. Donc peut-être se poser les bonnes questions sur la manière de faire la prévention et malheureusement sur les moyens qu'on donne à la prévention. Parce que là, je vais peut-être être un petit peu, pas méchant, mais on fait une journée sur le décrochage scolaire. Au quotidien, on se rend compte que malheureusement, on se sent un peu seul quand on fait de la prévention. Les associations ont de moins en moins de moyens. Nous, c'est un petit peu facile, on est payé pour ça, pour le faire, mais les associations vivent de subventions. Et je vous dis, ça fait 10 ans que je fais ça. Je vois de moins en moins d'associations dans les établissements scolaires, malheureusement. Je ne travaille pas qu'avec les établissements scolaires, je travaille avec la PJJ, je travaille avec la Sauvegarde 56, je travaille avec un petit peu beaucoup d'acteurs sur Vannes. Et voilà, le constat, il est là, c'est que malheureusement, on voit de moins en moins d'associations, il y a de moins en moins de bénévoles, peut-être à cause du Covid, mais ça manque énormément parce que c'est important, je le répète, que la prévention se fasse avec différents acteurs, le même message, mais surtout qu'il y ait différents acteurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question sur quelle est la place des usagers aujourd'hui. Donc on a des professionnels, mais quelle est la place des usagers? C'est-à-dire les usagers de drogue, par exemple, qui témoignent. Est-ce qu'il y a une place aussi? Alors, il peut y avoir une place. Pendant une certaine période, c'était plus ou moins bien vu parce qu'on avait peur que l'usager soit un exemple. Après, il faut trouver le bon usager aussi. La personne qui est capable de témoigner, de bien témoigner. Donc, c'est vrai que ça peut. Moi, j'ai vu ça une fois avec un jeune à une association, mais je vous le dis, le problème, c'est que depuis 2 ans, je ne vois plus beaucoup d'associations dans les établissements scolaires, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est dû au Covid, sûrement aussi par rapport au fait que les bénévoles étaient des personnes d'un certain âge et que malheureusement, avec le Covid, c'est compliqué d'intervenir. Je ne sais pas si madame pourrait en parler, du problème des... je ne parle pas de l'âge, je parle du problème des associations et du travail des bénévoles dans les associations. C'est vrai que c'est peut-être difficile de trouver des bénévoles. Je voudrais, je voudrais juste ajouter, nous travaillons avec les infirmières. Et l'infirmière est toujours présente à nos interventions qui durent 2 heures. Parce qu'il nous arrive, je ne dis pas fréquemment, mais ça nous est arrivé quand même pas mal de fois, où on voit quelquefois des petites larmes qui pointent aux yeux des élèves. On se dit, bon, là, il y a sûrement un problème. Donc après, on peut en parler et l'infirmière est là pour pouvoir poursuivre l'accompagnement si c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on arrive... je ne dis pas fréquemment, hein, mais on arrive quand même à découvrir des incestes, des abus sexuels. On arrive. Ça. Et on leur donne, après chaque intervention, chaque élève, déjà, on leur donne un petit papier blanc. Vous mettez ce que vous retenez, ce qui vous a surpris, ce qui est fort, ce qui est important pour votre vie. Je vous assure qu'on a des perles. On a vraiment des perles dans ce qu'on reçoit. Et après, on reprend tout ça et on l'envoie à l'infirmière et à la CPE ou au CPE. Et on leur donne à chacun après ce petit document. Filles et garçons, entre nous, on change. Pardon. Filles et garçons, entre nous, on change quoi? C'est un petit document tout simple qui reprend leur expression, qui reprend un petit peu ce qu'on a dit ensemble. Et puis il l'emporte. Et ça permet aussi, si les parents demandent, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? De quoi tu as parlé? Ça permet aussi de pouvoir dire aux parents, ben voilà de quoi on a parlé aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est passionnant. Passionnant parce que vraiment, on a des élèves qui coopèrent vraiment. Hein, le débat, et de leur vie, dans leurs problèmes. Et je trouve que ça, c'est très, très important pour l'avenir, quoi, hein, que des jeunes puissent s'exprimer et comprendre qu'ensemble, on peut bâtir des choses, garçons et filles, sans s'exploiter, sans drame. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors je ne sais pas pour vous, moi ce que je retiens quand même depuis le début, c'est que sur tout ce qu'on a pu évoquer, la seule chose qui revient, c'est peut-être pas forcément des nouveaux outils, un nouveau logiciel qui fonctionne bien,
Mais c'est effectivement le fait de pouvoir échanger entre nous, le fait de pouvoir en parler. Je regrette qu'il ne soit pas là pour le dire devant lui, mais j'aurais peut-être plus confiance dans une équipe de vie scolaire pour m'expliquer comment est un enfant que dans une fiche qui serait sortie d'un tiroir ou d'un logiciel en me disant il y a 8 cases de cocher et voilà. Le facteur humain, ça reste le plus important et l'échange, même entre nous. Je sais que régulièrement on nous parle de secrets professionnels, de secrets. Le secret au sens pénal où nous on l'entend, il est couvert que pour certaines professions. Et jusqu'à preuve du contraire, on travaille tous dans l'intérêt des enfants. Donc si on est... Et voilà, le secret peut être partagé. Et à défaut, on peut compter sur la discrétion de chacun. Je veux dire, moi, un CPE ou un enseignant qui vient me confier quelque chose de personnel ou une impression qu'il a eue, je ne vais pas m'amuser à crier sur les toits que c'est telle personne qui m'a confié ça. Parce que déjà, la première des choses, c'est que je sais pertinemment que ses autres collègues, la prochaine fois, ne viendront pas m'en parler. Mais voilà, l'échange. Et pour ce qui concerne notre Maison Bleue, n'hésitez pas à pousser le portail, même juste pour prendre des infos. Faites-le vraiment. On n'a jamais mangé personne. Voilà, nous on est là pour essayer de répondre à vos problématiques en fait. Hein. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, madame. Il faut absolument échanger. Parce que moi j'aurais peut-être des informations sur tel ou tel élève que vous n'aurez pas dans l'établissement scolaire. Et à l'inverse, l'établissement scolaire aura peut-être des informations à m'apporter que moi je n'aurais pas eu. Parce que on n'a pas de boule de cristal non plus, hein, on n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe dans les familles. Moi, obligatoirement, lorsque je me déplace dans un établissement scolaire, j'en fais tous les jours, j'échange obligatoirement avec le chef d'établissement, avec l'infirmière, avec le CPE ou la CPE, pour savoir s'il y a eu des problématiques dans telle ou telle classe. Ça me permet, moi, d'identifier la problématique, de pouvoir éventuellement insister sur cette problématique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et je le constate depuis la rentrée du mois de septembre, le harcèlement est quelque chose qui est très demandé. Alors le harcèlement, forcément, donc on a vu tout à l'heure que ça pouvait être une des causes du décrochage scolaire, hein, parce que nous à l'époque, quand on avait quitté le collège, on rentrait chez nous et puis terminé, c'était fini, quoi, on laissait les problèmes au collège. Aujourd'hui, non seulement on se fait harceler au collège, mais en plus, les faits perdurent sur les réseaux sociaux le soir et peut-être encore avec plus de violence. Et puis, c'est ce que je leur explique aux enfants. Faites attention à ce que vous dites, parce que des fois, d'un tout petit commentaire, on en arrive à des violences, à des menaces de commettre des violences, qui est une infraction. Hein. Ouais, tu vas voir, demain, je vais venir avec des potes, et puis t'as pas intérêt de venir au collège, parce que... Et là, voilà, par contre, là, on commence à rentrer dans un phénomène de phobie scolaire, et puis peut-être de décrochage, juste avec les réseaux sociaux, en fait. Moi, j'utilise... Alors, je le répète, moi, j'ai rien inventé. Moi, j'utilise beaucoup un outil avec les élèves, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Alors, je leur pose la question, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'effet miroir? C'est quoi l'effet miroir? Alors, beaucoup, ils réfléchissent, ils me disent, c'est... Au bout de 10 minutes, je les interromps parce qu'ils n'ont pas trouvé la question, mais c'est simplement, est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te fasse ce que tu es en train de faire? Ah, là, ça commence à les interroger. Là. Tu connais le proverbe, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ah, oui, je connais, oui, je l'ai déjà entendu. Eh bien, juste ça c'est la base. Moi, c'est ce que je leur dis. Le harcèlement, si tout le monde pouvait se poser la question, est-ce que moi j'apprécierais qu'on me fasse ce que je suis en train de faire? Je suis persuadé que si tout le monde se posait cette question, on réglerait énormément de problèmes de harcèlement dans les établissements scolaires. Voilà, j'essaye de leur faire passer au moins ce message-là. Donc, normalement, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas après s'il y a des questions. Je pense que pardon. Excusez-moi, je pense que vous êtes au courant que jeudi prochain, enfin la semaine prochaine, on organise à Lorient, à la salle Courbet, le procès fictif de la prostitution des mineurs. Mais c'est un vrai tribunal qui a été monté avec une de nos délégations, puisque le mouvement du Nid, il est partie civile dans les procès de proxénètes. Donc c'est un procès d'assises qui a été monté par une start-up d'étudiants en droit avec une de nos délégations et qu'on présente jeudi à la salle Courbet à Lorient de 14 à 17 heures. Alors, il y a encore sur la table le petit flyer et puis le bulletin d'inscription, puisqu'on demande l'inscription obligatoire
On ne voudrait pas qu'il y ait certains personnages se permettent de venir, comme c'est arrivé quelquefois. Donc voilà, il y a encore de la place dans la salle. Merci. Pas de questions? Bonjour à vous. En tout cas, merci du coup des interventions. Donc, moi, je suis Anastasia Vaudot, je suis coordinatrice du service de sensibilisation à l'égalité au sein du CIDF. Donc, j'interviens avec ma collègue et des bénévoles pour répondre aussi à votre question sur des questions autour de l'égalité et prévention des violences sexistes et sexuelles. On intervient aussi sur tout ce qui est choix d'orientation et cybersexisme. Nous, c'est notre angle d'approche sur la question des violences sur le net. Donc on travaille de plus en plus sur ce sujet, on est particulièrement sollicité. Et j'ai entendu aussi du coup vos interventions aussi. On est souvent la même année en intervention conjointe. Et du coup, c'est pas tant une question, ou en tout cas quelque chose qui pourrait amener à une réflexion, ce serait plutôt de comment travailler notre maillage ensemble, travailler le discours, vous l'avez nommé, travailler toute cette question. Vous êtes formés de votre côté, nous aussi. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des choses à travailler ensemble, à réfléchir, à créer du maillage. Il y a d'autres interventions, et je sais qu'il y a d'autres structures, des associations, je pense à Liberté Couleur, je pense à l'enseignement catholique. Il y a le planning familial, enfin voilà, on a plein d'autres associations, je sais, qui souhaitent... Oui, enfin voilà, et du coup, je sais que le conseil départemental essaye de mutualiser un maximum les rencontres. C'est 1 fois par an, 1 heure, ils font au mieux, mais je me rends compte que finalement, ça reste très peu. J'entends plein de discours, plein de choses très intéressantes, mais encore en termes de prévention, des moyens qui restent limités. Voilà, peut-être quelque chose à déclencher. Je n'ai pas de réponse toute faite ici, mais voilà, l'idée de peut-être se rencontrer et amorcer avec même peut-être le département qui pourrait porter peut-être quelque chose dans ce cadre-là, des rencontres. Voilà, c'était plus un apport. Alors, juste pour information, il y a un projet qui a été porté comme ça, et le but, c'était de réunir tout le monde dans une sorte de très très grand forum, tous ces services associatifs, toutes ces institutions qui travaillent dans le but commun de l'intérêt des personnes en fait. Et le projet a été un petit peu avorté en raison du Covid, en raison de la difficulté de trouver une date, et encore une fois, c'est ce qu'a souligné Gaël tout à l'heure, en raison également du budget. Quand vous parlez de louer une grande salle de forum pour pouvoir accueillir tout le monde, ça entraîne des frais. Et quand vous commencez à inviter tout le monde à une soirée, mais que vous n'êtes pas le payeur, les payeurs, au bout d'un moment, vous regardent en disant votre idée est bonne, mais on va prendre un autre format et puis on verra peut-être ça un petit peu plus tard. Donc c'est quelque chose qui a déjà été proposé. Vous faisiez d'ailleurs partie de la liste des gens qui étaient invités en tout premier, mais c'est pas quelque chose qui a pu se réaliser. Pas encore sous le format qu'on voulait du moins. Ceci étant, nos bureaux sont place de la Libération à Vannes. Gaël n'est pas très loin de la place de la Libération. Vous êtes obligatoirement les bienvenus. On a du bon café, on a des petits gâteaux, on a tout ce qu'il faut. Et on est attentif à toute demande, bien sûr. Et pour tous les représentants, bien sûr, notre porte est grande ouverte, bien au contraire. On s'appelle la Maison de protection des familles, c'est pas pour rien, quoi. Donc on est là pour tout public, quoi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à pousser la porte, à venir nous voir. Malheureusement, moi je suis dans les établissements scolaires quasiment du lundi au vendredi, donc je suis très peu joignable. Le mercredi, en règle générale, je me garde ce jour pour d'une, souffler un petit peu, et puis de deux, pour prendre mes rendez-vous, pour recevoir des rendez-vous, pour partager des mails, voilà. Donc le mercredi, il n'y a aucun souci, on est là, on mettra la cafetière en route, et puis il n'y a pas que moi dans la cellule, il y a Corinne, il y a Sophie, il y a Marco, puis il y a notre chef Marie-Hélène Ledin, donc non, mais voilà, Gaël peut également venir à la MPF discuter, on pourra discuter de concert. Le but, en fait, c'est ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, c'est qu'on puisse tous parler le même langage et qu'on puisse tous travailler ensemble, quoi. Voilà, qu'on forme vraiment une équipe, qu'il n'y ait pas une association qui se déplace dans le collège et puis qui va parler d'une problématique et puis moi j'arrive de l'autre côté, et puis non, vraiment qu'on puisse tous travailler ensemble pour l'enfant, quoi, pour l'adolescent, pour les collégiens. C'est vraiment le but, quoi, hein, la sauvegarde de l'enfant, quoi, hein. Donc voilà, il faut absolument qu'on trouve un moyen de travailler ensemble.
Mais j'ai aucun doute là-dessus, on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison, hein. Par exemple, alors voilà, à titre d'exemple, bon, c'est vrai que le projet, comme on avait lancé, d'inviter tout un tas d'associations et de partenaires, n'a pas pu se faire par faute de moyens, principalement. Mais si un jour vous voulez m'accompagner dans un établissement scolaire, voir un petit peu ce qu'on est capable de proposer dans un établissement scolaire, c'est avec grand plaisir. Demain, je vais à Gourin, dans le collège de Sainte-Anne, où il y a une grosse problématique qui m'a été signalée, donc j'interviens en urgence. J'ai 2 élèves officiers qui viennent de Paris qui m'ont dit « Ah, j'aimerais bien venir avec toi ». Ben viens. Voilà, et demain matin, ils m'accompagnent, quoi. J'ai déjà eu des stagiaires qui m'ont accompagné, enfin, il n'y a aucun souci. Si un jour vous souhaitez m'accompagner sur un établissement, aucun problème. La porte est grande ouverte, en tout cas, sachez-le. Bonjour, je suis Marie-Hélène Le Goff, je coordonne le PAJ du point accueil écoute le point accueil écoute Jeunes du Pays de Vannes. Vous parlez des interventions dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez aussi éventuellement intervenir auprès des parents pour pouvoir également en fait les informer et puis aussi expliquer un petit peu peut-être voilà quel positionnement ils peuvent adopter en fait par rapport à l'enfant, parce que dans le cadre de leur accueil parfois ils sont totalement, enfin quand on en parle, ils sont totalement démunis et savent pas vraiment quelles limites en fait poser à l'utilisation des écrans. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Oui, on est capable, on est à même à faire des interventions auprès des parents, bien évidemment. Le problème, c'est comment les récupérer, ces parents. C'est ça, voilà. On en a discuté tout à l'heure avec mon camarade. C'est vrai que la problématique, elle est là. Alors, on a déjà piégé certains parents, entre guillemets. J'ai un principal du collège, pas très loin, à Saint-Avé, pour ne pas le nommer, le jour de la rentrée, avait réuni forcément les parents des classes de 6e pour la rentrée des élèves de 6e. Donc les parents étaient invités à partager, enfin à découvrir le collège. Et puis elle m'a dit, ce serait bien que vous veniez ce jour-là pour parler un petit peu, pour vous adresser aux parents. Bon, c'était une sorte de piège quelque part, mais effectivement, là, j'avais une assemblée de 150 parents devant moi et j'ai pu leur exposer. Et en fin de compte, au bout de l'intervention, ils ont été très contents parce qu'ils ont appris des choses. Moi, je leur donne des conseils. Il y a un conseil tout simple. Les parents, ils surveillent ce que font les enfants sur les réseaux sociaux, mais jamais ils ne vont vérifier l'historique de navigation des enfants. Ça, c'est un petit point. Vérifier l'historique de navigation des enfants, parce que les enfants, autant ils sont suffisamment malins pour aller effacer ce qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, autant je peux vous assurer que l'historique de navigation, ils n'y pensent pas. Pensez-vous à aller vérifier l'historique de navigation, ça commence par là. Puis tout un tas de choses. Et en fin de compte, au bout d'une heure de dialogue avec les 150 parents, ils étaient complètement satisfaits d'être là. Et puis, donc ça a été ce jour-là un moyen. Je sais qu'avec Madame Salin, qui est directrice du collège de Josselin, on est en train d'essayer d'imaginer de pouvoir rencontrer des parents lors de réunions parents-prof. Ça peut être une solution. On en a parlé. Le collège Sainte-Barbe du Fawet, normalement, je dois intervenir auprès des parents au collège Sainte-Barbe le mois prochain. Il va essayer de réunir un maximum de parents de divers collèges de la région du Fawet. Voilà. La problématique, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer ces enfants, ces parents. Juste pour compléter ma question, c'est aussi en fait l'usage des écrans au niveau familial. Je prends un exemple, des parents qui ont accompagné leur enfant pour un rendez-vous au PAEJ et pour des questions d'utilisation d'écran. Et en fin de compte, pendant que l'enfant en fait est en entretien avec moi, les parents sont installés dans une salle à côté et ils sont chacun sur leur ordinateur et téléphone respectifs. Et tout le temps que dure en fait l'entretien, eux-mêmes en fait sont dans une utilisation d'écran totalement incontrôlée. Il y a les enfants qu'il faut protéger, qu'il faut former, mais finalement on se rend compte que les parents ont besoin de la même chose aussi. Voilà, en fait, je sais pas, il va falloir trouver des structures où on pourra trouver des adultes pour les former également au danger du risque d'Internet. Ou compter sur les enfants qui ont reçu
l'information d'Anthony pour qu'ils puissent former à leur tour leurs parents. Ça pourrait être bien. C'est une question pour Anthony. Et pourquoi pas utiliser du coup le réseau des parents aujourd'hui? On va faire cliché, les parents sont sur Facebook aujourd'hui. Parce qu'on a quand même une génération de parents qui sont connectés aujourd'hui, ce qui était peut-être moins le cas il y a 10 ans. Alors Facebook, il paraît que c'est pour les vieux. Ouais, les gens comme nous, quoi. Pas si vieux, mais et pourquoi pas penser justement d'utiliser le réseau social pour justement faire ces interventions auprès des parents. Maintenant, il y a des fonctions live, tout ça. Alors, en tout cas, expérimenter, ça va venir répondre à des freins. Ça va peut-être lever des freins, j'en sais rien. En tout cas, ça se tente. Alors, vous avez poser la question. Ouais, est-ce que vous avez essayé, quoi? Vous avez complètement raison, et ma réponse est oui, on a essayé. Oui, on a essayé. Je vous invite à aller voir sur le site de la gendarmerie du 56, du Morbihan. On a un site et je poste très souvent, notamment mes interventions en milieu scolaire. Voilà, mais ça ne matche pas. Faire un live Facebook, oui, pourquoi pas. Alors, si c'était la question, oui, pourquoi pas. On peut l'imaginer dans le même style que celui-là, peut-être, oui. Après, ça peut être intéressant. Ça peut permettre de toucher certains parents. Moi, j'aime bien quand même le présentiel. J'aime bien l'interactivité avec les gens. J'aime bien cette espèce d'échange. C'est vrai que le live tel qu'il nous est présenté, on n'est plus dans l'échange, on n'est plus dans l'interactivité, mais effectivement, ça peut être un moyen de toucher les parents, puisqu'on s'aperçoit, et comme le disait Gaël, en fait, c'est les parents qu'il faudrait qu'on éduque. D'où la nécessité, et j'insiste là-dessus, de pouvoir reprendre les rênes aujourd'hui et se dire, bon, allez, maintenant, alors on s'est loupé sur une génération, peut-être, la génération, la nôtre, ou on s'est loupé dessus. Maintenant, allez, on reprend les rênes et puis on éduque les enfants, mais sérieusement, sur Internet, la mauvaise utilisation de l'outil Internet et des réseaux sociaux à compter du CM1. Et puis peut-être que cette génération, par la suite, aura peut-être un meilleur comportement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si on ne fait rien, si aujourd'hui on n'agit pas, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. L'actualité nous montre, alors pas seulement l'actualité nationale, l'actualité locale nous montre, on va droit dans le mur. Voilà, on a des drames aujourd'hui. Alors, je n'allais pas vous dire que ce sont des drames tous les jours, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin de perdre une gamine, de perdre un gamin, parce qu'il y a eu des photos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été partagées sur TikTok. On n'est pas loin d'un drame par jour, quoi. Donc on va vraiment droit dans le mur. Si on continue comme ça, on va vraiment droit dans le mur. Il faut vraiment éduquer les enfants sur Internet et les réseaux sociaux. On ne peut plus les laisser naviguer sur les réseaux sociaux tels qu'on les laisse naviguer aujourd'hui. Alors oui, je sais, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. C'est vrai. Mais combien d'élèves respectent réellement cette interdiction? Aucun. 98% des élèves en 6e, donc qui ont 10, 11 ans, ont déjà les réseaux sociaux. J'irai même plus loin. C'est les parents qui ont installé les réseaux sociaux sur le téléphone. Donc forcément, ils ont menti sur la date de naissance de leur gamin. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que les parents ont aussi leur part de responsabilité. Il faut aussi voir que les parents, il faut les éduquer également. J'avais une petite question également, parce qu'on parle des réseaux sociaux. Et je m'interrogeais un petit peu sur les médias également, parce qu'il y a des nouvelles formes de violence, peut-être que vous en avez distingué récemment. Bon, c'est vrai qu'on parle aussi via les médias, dans la cour d'école ou via une série populaire. Effectivement, il y a de la violence entre élèves sur la cour d'école et des jeux dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou peut-être nous donner votre point de vue là-dessus sur le rôle des médias, peut-être? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Alors, je ne sais pas. C'est pas le temps. Là, on en revient. Je suis novice là-dessus. Moi, je suis médiateur de l'apprentissage, mais plus en lien entre apprentis et employeurs, donc plus les conflits là-dessus, dans un CFA. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a des nouvelles formes de violence. Et alors, je ne dis pas que les médias, ils sont pour quelque chose. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, mais voilà, on sent quand même qu'il y
Il y a des une choses montée en qui puissance, perturbent. Ouais, il y a une montée en puissance et effectivement, bon, je vois à peu près de quoi vous voulez parler, la fameuse série Squid Game. Oui, c'est très inquiétant. Alors, à plusieurs titres. Je vais vous donner mon sentiment personnel. Lorsque je vais dans des établissements scolaires et que je pose la question au 6e, hein, donc la série Squid Game, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une série qui utilise des jeux d'enfants pour procéder à des assassinats, hein, voilà, avec des images très choquantes. Lorsque je pose la question aux enfants de 6e de savoir qui a déjà regardé cette série Squid Game, j'ai les 3/4 des mains qui se lèvent. Et bien souvent, les élèves me disent « moi, je l'ai regardé avec papa ». Ah, d'où encore, on en revient toujours au noyau central, en fait. Hein, parce que les médias, eux, ils proposent un produit, notamment sur Netflix, hein, ils vous proposent un produit. Maintenant, il y a une signalétique hein, qui est là, hein, qui interdit moins de 16 ans. C'est interdit moins de 16 ans. Quoi. Mon enfant, il a 10 ans, effectivement. Et à titre personnel, donc effectivement, on a une recrudescence de jeux dangereux dans les écoles, notamment dans les écoles primaires, hein, parce que, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, ils ne font plus la part des choses entre le réel et le virtuel, et donc ils essayent de faire un petit peu le jeu de Squid Game, et puis celui qui n'a pas réussi à gagner le jeu d'enfant, des fois, il prend des coups de poing ou des coups de pied. Et même des enfants qui n'ont pas vu la série. Et même des enfants qui n'ont pas vu la série. Parce que, oui, mais alors ces enfants qui n'ont pas vu la série sont forcément mis au courant d'autres enfants qui ont vu la série. Tiens, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, à titre personnel, pour vous dire une chose, j'ai été il y a 3 semaines sur le parc Chorus à la fête foraine. J'ai une enfant qui a 4 ans. C'est pour ça que ça m'interpelle. Qui a joué à la pêche, enfin qui a fait de la pêche au canard. Vous savez, donc elle doit tirer 10 canards, et sur les 10 canards, une fois qu'elle a tiré les 10 canards, on lui offre un petit cadeau, quoi. Et vous savez ce qui lui était proposé comme cadeau ? Les masques de Squid Game. Non mais voilà ce que l'on propose à un enfant de 4 ans sur un stand de pêche au canard. Voilà, donc effectivement, ça peut le laisser à penser que, ouais, voilà, à notre réflexion, quoi. Juste pour terminer sur une statistique, 76% des parents pensent que leur enfant risque rien sur Internet. Voilà, c'est juste une statistique. Et pour continuer sur les statistiques, c'est au CM1, CM2, l'âge moyen des premières visions des images porno. Alors on ne dit pas que les enfants de CM1, CM2 vont chercher du porno sur Internet. On vous dit qu'en fait, ils ont accès malgré eux à du porno à ce moment-là, avec tout ce que ça peut comporter derrière. Le fait que ça puisse être choquant au début, les inhibitions que ça peut créer, ou à l'inverse, le fait de s'y intéresser davantage, et le fait de se retrouver à 10, 12, 13 ans, parfois avoir des activités sexuelles que certains adultes ne connaîtront jamais, et toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Le fait de dévaloriser son corps, le fait de chercher à le marchander, comme le faisait remarquer Madame Jamet derrière, avec une nouvelle sémantique derrière qui s'applique pour détourner les situations qui avant auraient pu paraître d'une manière assez évidente comme des situations auxquelles des enfants ne devaient pas avoir accès. Là, on vous trouve une jolie sémantique pour que ce soit bien enrobé, que ça fasse joli. Avec forcément tous les stéréotypes qui vont derrière, quoi. Avec la femme qui est présentée comme un objet sexuel, et puis l'homme représenté par le buste, l'homme fort qui est capable d'avoir des relations sexuelles pendant 3 heures avec une femme. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, perso, voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de responsabilité. Donc, j'incrimine beaucoup les parents. Je suis désolé pour les parents, mais je pense aussi que les opérateurs téléphoniques sont très imaginatifs et sont très intelligents. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le réseau est quasi saturé. Il ne faut pas se le cacher. On a tous aujourd'hui un smartphone. Quasiment 98% de la population française a un abonnement téléphonique, que ce soit chez Orange ou Bouygues Télécom ou SFR. Et en fait, les opérateurs, ils ont tout compris. Pourquoi ? Parce que dans la sphère familiale, lorsqu'il y a papa, maman et puis 2 enfants, eh bien écoutez, vous avez une box. Ah oui, on a une box. Vous avez 2 abonnements téléphoniques. Oui, on a 2 abonnements téléphoniques. Écoutez, je vous offre un smartphone pour 1 €. Et puis, avec ce smartphone, il a les appels et SMS illimités. Et puis, en plus, c'est cadeau, on va lui offrir 10 gigas d'Internet.
Ouais, mais mon enfant, il est en 6e. Ouais, mais attendez, monsieur, c'est une offre promotionnelle, quoi. Vous pouvez pas passer à côté. Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas cher. Ah bah, bon, on va lui prendre. Et voilà, ce gamin là, qui à l'origine n'aurait peut-être pas eu son téléphone avant l'âge de 14-15 ans, eh bien à 11 ans, il se retrouve avec un smartphone et un internet quasi illimité sur son téléphone, quoi. Mais voilà, les opérateurs téléphoniques, ils ont tout compris, parce que ce client de 11 ans, ben, ils vont le garder encore quelques temps. Mais on en revient toujours aux parents. C'est aussi aux parents de dire, bah oui, d'accord, c'est peut-être qu'un euro, mais non, tu n'auras pas de téléphone, quoi. Enfin, après, moi, ça ne reste qu'un constat. C'est gentil, mais j'étais allé voir un petit peu ce qui se passait dans l'autre salle, donc évidemment, je n'ai pas assisté à la deuxième partie de la conférence, sauf au tout dernier mot sur les performances des gendarmes, si je puis dire, ou l'absence. Moi, je peux que confirmer un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure avec l'éducation nationale et ce que vous venez de dire, à savoir que c'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est un tout, que globalement tout service, que ce soit une gendarmerie, un tribunal, un lycée, c'est une équipe, que de la même manière que ce que disait madame et ce que disait monsieur le proviseur, moi je n'imagine pas un de mes collègues magistrats qui viennent dans mon bureau et que je ne reçoive pas ou que je n'entende pas alors qu'ils me disent, ou un greffier ou un agent C, hein, parce que la souffrance au travail, ça existe dans tous les services. Et je crois que déjà le décrochage scolaire, il se joue peut-être au niveau aussi du décrochage qu'on connaît dans les services. On pourrait peut-être faire le lien à un moment donné entre décrochage, burn-out, hein, comment on s'écoute et comment on prend soin. Et pour prendre soin de nos jeunes, il faut aussi prendre soin de nous. Et prendre soin de nous quand on est parent. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait le lien entre les violences intrafamiliales, le décrochage scolaire. Hein. Prendre soin des enfants, c'est effectivement savoir aussi ce que vous venez de dire, hein, ce qu'on a entendu depuis le début de l'après-midi, leur mettre des barrières. Leur mettre des barrières, c'est aussi leur servir. Et c'est à la fois ceux qui vont contre, l'exemple des hommes qui vont s'y confronter, des jeunes hommes, des jeunes garçons qui vont s'y confronter, et l'exemple, souvent, hélas, parce qu'on a des fois l'impression que la justice est sexiste, hein. De l'autre côté de la barre, c'est rare il y en a de plus en plus, mais c'est rare qu'on ait des femmes quand même. Hein. Ou alors elles sont victimes. Mais en tant qu'auteur, on en a très peu. Hein. De plus en plus du côté juge, du côté magistrat, mais c'est assez étonnant, du côté avocat aussi, mais au niveau des auteurs d'infractions, c'est quasiment toujours des hommes, quand même à 80-90%. Hein. Mais donc, les victimes, elles sont aussi protégées par les barrières. Donc je crois que ce qui est important, c'est surtout, et c'était le souhait de ce colloque, c'est qu'on arrive à travailler à savoir ce que les uns et les autres font. Hein. On peut critiquer le système, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Ce qu'on pourra faire, nous, à l'échelle de notre territoire, c'est avec ce que l'on a, avec ce que vous êtes, apprendre à travailler les uns et les autres ensemble pour que les outils qu'on ait, tels qu'ils sont, on les utilise chacun au mieux. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu.